Bonjour à tous, je m'appelle Clarence Poutier, donc je suis de Vim et je porte une offre au sein de Vim qui s'appelle Kassen, donc qui vise justement à protéger les workloads au sein de Kubernetes. Donc bonjour mesdames et messieurs, même si pour la parité on repassera un petit peu plus tard peut-être, certainement, on n'est pas encore très au point. Alors on va passer 10 minutes ensemble et on va parler un petit peu de mobilité au sens Kubernetes du terme, puisque l'un des grands principes veut que Kubernetes, justement, soit quelque chose qui nous permette d'être portable au niveau de nos applications. La problématique, c'est que ça reste portable jusqu'au jour où on a vraiment besoin de bouger une application sur un autre cloud, sur une autre plateforme. Alors tout ça, c'est en lien direct avec un mythe, ce fameux mythe de la portabilité de Kubernetes. Et donc on pourra constater que finalement, ce qui est portable au sein de Kubernetes, ce sont surtout les manifestes YAML, mais pas l'application réellement en tant que telle. Parce que derrière, il y a un certain nombre d'adhérences d'un point de vue du stockage, au niveau de l'identité également. La partie réseau également est très importante au sein de Kubernetes, et notamment pour les applications, pour leur permettre de pouvoir communiquer avec l'extérieur ou de communiquer entre elles éventuellement. Et puis, finalement, il y a des dépendances aussi en fonction de la plateforme sur laquelle on est, donc le load balancer qui doit être géré de façon indépendante sur chacun des clusters bien souvent. Donc finalement, Kubernetes ne supprime pas cette notion de vendor lock-in dont on entend parler assez fréquemment, surtout en ce moment et par les temps qui courent, mais il déplace en fait ce vendor lock-in sur la plateforme Kubernetes en tant que telle. Alors pourquoi finalement cette mobilité, c'est un casse-tête? En fait, la mobilité, ça ne se résume pas simplement à un kubectl apply ou bien alors à un Helm chart que l'on va redéployer. Derrière, il va y avoir tout un tas de choses qui sont plus ou moins visibles. Et la vraie complexité de tout ça se résume vraiment à la gestion des volumes, la gestion des secrets, la gestion des CRD, l'ordre de restauration de notre application et surtout la partie cohérence applicative qu'il va falloir gérer également lorsqu'on va vouloir migrer une application d'un environnement vers un autre. C'est là finalement que la majorité des projets de disaster recovery ou de migration vont échouer. Derrière ça, il y a aussi un autre principe qui concerne ce qu'on appelle la data gravity, la gravité de la donnée en fait. C'est-à-dire que plus on va avoir une application, bien évidemment, qui va avoir de l'information, qui va avoir de la data, eh bien, plus ça va être compliqué de la migrer. Donc, si on regarde un petit peu plus particulièrement ce qui se passe au niveau du stockage, bien évidemment, il y a les CSI qui sont là pour nous aider sur Kubernetes pour pouvoir provisionner des volumes à la volée. Et donc, ces CSI unifient en fait cette partie API, les calls API que l'on peut faire sur une partie sur le stockage, pardon. Mais finalement, ça unifie pas le stockage réel qu'il y a derrière. Ainsi, les snapshots ne sont pas portables entre les différents environnements, entre différents provisionneurs de stockage. Donc, in fine, on va constater que Kubernetes est là véritablement pour orchestrer les ressources, mais il n'est pas là pour orchestrer la cohérence applicative et notamment les données de nos applications. Donc on peut restaurer un workload simplement. Par contre, derrière, tout ce qui est données, tout ce qui est identité, tout ce qui est sécurité, tout ça, on va devoir complètement les réinterpréter. Ce n'est pas simplement du copier-coller. Il va falloir réinterpréter tout ça. Et donc, in fine, si on regarde globalement ce que ça signifie que la restauration, finalement, c'est un workflow complet. Ce n'est pas simplement un bouton sur lequel on va appuyer pour migrer une application d'un environnement vers un autre environnement. Donc, pour simplifier tout ça, je pense que c'est assez important de redéfinir un petit peu ce que c'est que la mobilité. La mobilité, si on regarde de plus près, elles ne se valent pas toutes. Restaurer une application stateless sur le même cluster, aucun souci. Ça va aller, c'est très trivial.
Par contre, migrer une application stateful, donc avec des données persistantes entre des clouds, ça devient une réflexion d'architecture que l'on va devoir mener autour de ça. Donc finalement, la mobilité, ce n'est pas simplement déplacer des pods, c'est recréer un état applicatif fonctionnel de notre application sur un autre environnement. Et c'est là où les choses vont se compliquer. Donc cette mobilité, elle adresse différents cas d'usage. Le premier, ça va être la migration multi-cloud, bien évidemment. Migrer d'un cloud A vers un cloud B, donc d'une plateforme A vers une autre plateforme, d'un cluster, enfin d'une distribution Kubernetes à une autre distribution Kubernetes, d'un hyperscaler à un autre. Faire du move to cloud, également, c'était quelque chose d'important pour un certain nombre d'entreprises, et ça l'est toujours, voire même de la réinternalisation. Et donc, c'est être capable de prendre notre application et de récupérer notre application on-prem, ou bien alors de prendre notre application on-prem et de l'envoyer chez un hyperscaler, AKS, EKS ou GKE par exemple. Tout ça, ça va nécessiter de faire un certain nombre de transformations au niveau des spécificités de notre application. Le deuxième use case, ça va être cette partie disaster recovery. Disaster recovery, j'ai une corruption de données, mon cluster est HS. Dans ce contexte-là, je vais véritablement faire du recovery, c'est-à-dire ce n'est pas une simple réplication de données, puisque la réplication de données, finalement, n'adresse pas ces besoins de disaster, donc de désastre au sens où on l'entend. C'est-à-dire que si vos données sont corrompues, vous répliquez des données corrompues dans un contexte de réplication. Dans un contexte de disaster recovery, on va véritablement déjà avoir ce qu'on appelle un RPO, un Recovery Point Objective, et un Recovery Time Objective supérieur à 0, c'est-à-dire qu'on redéploie complètement notre application. Et donc, tout ça, ça va permettre finalement de pouvoir redémarrer dans un état sain. Donc tout ça, il va falloir aussi l'automatiser, bien évidemment, faire des tests de façon assez régulière pour s'assurer que tout fonctionne convenablement. Le troisième use case, c'est celui du test et de la sandbox. Le test et de la sandbox, c'est par exemple cloner de la production sur un environnement de dev, cloner un environnement de dev sur un environnement de qualif. Et ça va permettre justement de faire du test, de tester des patchs par exemple pour pallier à des failles de sécurité. Ça peut permettre de tester aussi des upgrades d'applications. Ça permet également de faire de l'audit a posteriori, particulièrement important. Là, s'il y a une phrase que vous devez garder en tête, c'est que finalement, si on ne fait aucun test de restauration entre les différents clusters, vous vivez dans l'illusion complète. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que vous soyez véritablement à même de pouvoir redémarrer votre application dans un état sain en cas de problème. Alors avec Kasten, Vim Kasten, le produit que je représente aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas simplement un outil de sauvegarde, un outil de backup des applications Kubernetes, c'est véritablement une couche de contrôle qui va permettre d'assurer également de la mobilité applicative au sein de Kubernetes. On va parler d'orchestration au sein de Kubernetes, de restauration applicative, de transformation, d'observabilité également, de self-service pour les utilisateurs. Et l'objectif global, ce n'est pas de sauvegarder des snapshots, mais véritablement de recréer des applications fonctionnelles dans n'importe quel environnement, tout en garantissant leur sécurité. Donc, je suis un petit peu en avance. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à passer à notre stand. Il y a une superbe Formule 1 Lego à gagner, avec un tirage au sort qui aura lieu, je crois, à 17h45. Merci de laisser également votre avis en scannant ce QR code sur cette petite session. Et puis enfin, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Vous me retrouverez sur LinkedIn assez simplement, nom, prénom, un petit peu comme tout le monde. Merci à vous.